tous, on se retrouve comme d'habitude dans votre émission d'actu culture et société. C'est tous les mardis 19h-21h sur Move. Je suis toujours So Spencer, votre go so sweet, so chill. Et comme d'habitude, je suis avec Florence et Leïla. Salut. Ça va ou pas? Ça va. Ouais, ça va très bien. Beau temps et toi? Ouais, très beau temps. On est en forme, je sais pas pourquoi. On est là pour débriefer de l'actu. Alors comme tous les mardis, vous pouvez passer 2 heures agréables avec nous. Vous pouvez nous écouter, mais aussi nous regarder en direct sur move.fr. Au menu de la pluie et le beau temps aujourd'hui, avec plus de 200 millions de femmes et de filles touchées dans le monde, l'excision c'est un fléau qui perdure malgré les témoignages des victimes dont la vie a été brisée à tout jamais. Avec la proposition de loi pour légaliser l'excision en Gambie, on a choisi de revenir sur cette pratique de mutilation toujours d'actualité. On verra quand même avec toi Leïla qu'il existe des possibilités qui offrent un nouveau souffle de vie aux victimes. Yes, on va parler du coup d'une opération de reconstruction du clitoris pour les femmes victimes de mutilation génitale. Oh, Aya, y a pas moyen Aya? Eh ben si, y a moyen. On va revenir bien évidemment sur la polémique qui a déclenché l'extrême droite suite à l'annonce de sa participation à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. On va vous raconter pourquoi elle fait rayonner la France à l'international et donc pourquoi, selon nous, elle est légitime, hein, Florence? Je crois. 11 singles de diamant, 30 d'or, 7 de platine. Française est la plus écoutée à l'étranger. Je pense qu'elle a d'être ça, ouais. Ouais, je pense aussi. Les députés de l'Assemblée nationale ont adopté mercredi dernier un texte qui pourrait reconnaître et accorder une indemnisation aux personnes homosexuelles. Alors ça concernerait les victimes de discrimination entre 1942 et 1982. C'est la date où l'homosexualité était condamnée en France. On va tout vous dire sur cette mesure et aussi on va faire un tour dans les 69 autres pays du monde qui bannissent encore l'homosexualité. Akira Toriyama, le père de Dragon Ball Z, est décédé à l'âge de 68 ans. Alors c'est une légende qui s'étend, c'est l'une même des principales portes d'entrée de la pop culture pour toute une génération qui est en deuil cette semaine. C'est l'occasion forcément pour nous de revenir sur son œuvre. C'est l'œuvre de l'artiste japonais le plus influent des temps modernes. Vous avez compris, tout ça et bien plus encore. C'est dans la suite de La pluie et le beau temps. Allez, c'est parti. Jusqu'à 21h, So Spencer, Florence, Leïla, la pluie et le beau temps. Alors lundi dernier, le 4 mars, l'Assemblée nationale de Gambie a annoncé l'examen d'un texte de loi qui pourrait venir lever l'interdiction des mutilations génitales féminines. Alors elles étaient en vigueur depuis 2015 dans le pays. C'est Almameh Giba, un parlementaire indépendant, qui a déposé ce projet de loi pour légaliser l'excision alors que c'était interdit, comme je viens de le dire, depuis 2015. Et 2015, c'était l'époque où Yahya Jammeh était encore président. Alors faut savoir, la Gambie, c'est un pays majoritairement musulman. Alors par rapport à cette interdiction, à cette introduction de proposition de loi, il faut savoir que Almameh Giba a indiqué que l'excision n'est pas du tout une nécessité en islam, mais si la question est remise sur la table, c'est justement parce que les religieux influents font pression pour cette levée d'interdiction. Du coup, c'est un énorme pas en arrière puisque c'était proscrit depuis 2015 et forcément, l'annonce, elle divise les Gambiens. On a d'un côté des militants des droits des femmes qui veulent agir pour maintenir son interdiction et de l'autre des femmes et des hommes à l'intérieur et à l'extérieur du Parlement qui ont voté pour la levée de cette interdiction. Mais du coup, c'est quoi leurs arguments? En fait, c'est une tradition pour eux, c'est une tradition qui est profondément enracinée et ils la comparent même avec la circoncision masculine. Et d'ailleurs, selon eux, interdire l'excision, c'est carrément enfreindre leur droit à pratiquer leurs coutumes. Ouais, mais du coup, c'est le contraire. Je trouve que c'est un gros retour en ça arrière, a rien à quoi. voir avec la circoncision. Déjà, ça n'a rien à voir. Et oui, effectivement, c'est un gros retour en arrière. D'ailleurs, Anna Ndjie, c'est la directrice de l'association des avocates de Gambie. Elle l'a dit, c'est un véritable pas en arrière. Surtout que selon l'ONU, plus des 3/4 des femmes gambiennes âgées de 15 à 49 ans ont subi ce genre de mutilation génitale. Non mais du coup, ils comptent agir, j'espère. Ouais, alors elle a dit, je la cite, « Nous n'avons pas le pouvoir de dire à l'Assemblée nationale ce qu'il faut faire, mais nous avons des droits réservés dans la Constitution pour intenter des poursuites lorsque certains droits fondamentaux sont violés. » À savoir que pour l'instant, la loi n'est pas votée et il y a un examen de relecture qui est prévu le 18 mars prochain, donc on va savoir à ce moment-là. Et à ce propos, le chef du parti majoritaire au Parlement, donc Bilal Tunkara, a dit, je le cite encore une fois, « Nous prenons notre temps parce que c'est un domaine très sensible qui n'est pas seulement lié à la religion ou à l'aspect culturel, mais aussi des droits de l'homme et les questions de santé. » Alors je vais juste finir là par rapport à ces mutilations génitales. À l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, c'était vendredi dernier, l'UNICEF a annoncé qu'on estime à plus de 230 millions quand même le nombre de femmes et de filles qui ont été victimes d'une ablation du clitoris, d'une excision ou bien d'une infibulation. Et ça, une infibulation, c'est le rétrécissement de l'orifice vaginal. C'est horrible. Alors pour le coup, cette pratique, elle est très répandue en Afrique et justement jusqu'en 2015, la Gambie, ça faisait partie des 10 pays dans le monde où l'excision est la plus pratiquée. Avec son interdiction en 2015, les gens qui le pratiquaient de manière illégale risquaient d'être condamnés à 3 ans de prison et 1 200 € d'amende. Donc ouais, clairement, on est sur un retour en arrière, d'autant plus que ça reste un traumatisme pour ces femmes. On va écouter tout de suite le témoignage d'Abi qui a été excisée en Gambie à l'âge de 3 ans.
Quand je demande à ma mère la raison pour laquelle j'ai été excisée, elle me dit que c'était pour me protéger. Elle me répond exactement « ça a été fait avant, ce sera fait encore, et pourtant on est encore en vie ». Le simple fait que je me pose des questions ou que ça ne me plaise pas, ce n'est pas normal pour elle. À l'âge de 3 ans, je vivais au Sénégal avec ma mère et toute ma famille. Un jour, on me dit qu'on va en vacances en Gambie. On va à Serekunda, on va au restaurant, à la plage. Des vacances tout à fait normales. Un matin, on m'emmène chez une dame. On me dit juste qu'on sort, lève-toi, prépare-toi. On arrive devant cette porte, l'atmosphère est pesante et lourde. On me déshabille et on me met dans cette bassine bleue. Bassine bleue tapissée d'un peu d'eau avec du gros sel et au fond une lame gilette. On me rentre dans la bassine et ensuite c'est le trou noir. Alors, je retiens une phrase en particulier dans ce témoignage qui est glaçant. C'est quand elle dit « Le simple fait que je me pose des questions ou que ça ne me plaise pas, ce n'est pas normal pour elle », en parlant de sa mère et de ses tantes. C'est vrai que l'excision, c'est un fléau et c'est la conséquence directe du poids des traditions. Du coup, Florence, est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs en quoi ça consiste exactement l'excision ? Quelle partie du sexe est opérée et surtout quelles conséquences peut avoir cette pratique ? Ouais, alors déjà, tu l'as dit, c'est plus de 200 millions de filles et de femmes dans le monde. Et ça, même quand les lois l'interdisent. L'excision, c'est meurtrir dans le sexe, dans la chair et dans l'identité des concernés. Ça s'applique à toutes les formes de mutilation sexuelle qui consistent à retirer totalement ou partiellement des organes sexuels et l'OMS les classe en 4 catégories. Donc d'abord, on a le type 1, donc c'est une ablation du clitoris ou du moins d'une partie. Puis on a le type 2, si on enlève en plus les petites lèvres et parfois les grandes aussi. Ensuite, il y a le type 3 qu'on appelle l'infibulation, tu en as un peu parlé, donc c'est quand il s'agit de rétrécir l'orifice vaginal. Et enfin, le type 4 qui regroupe toutes les interventions néfastes au niveau des organes génitaux féminins, par exemple le fait de les percer ou les inciser. Oui, il y a de nombreuses raisons. Parmi elles, on peut citer le fait qu'on veuille retirer le plaisir aux femmes parce que l'orgasme est considéré comme quelque chose de malsain. Il y a également le poids des croyances anciennes. En fait, le clitoris fait peur. On pense qu'il va empoisonner les hommes, voire même les enfants à la naissance. Et aussi, il y aurait eu soi-disant des raisons hygiéniques, qui ont bien sûr été balayées par le corps médical. Et surtout, finalement, une volonté d'assurer la virginité. En bref, les familles vivent l'excision comme une fête joyeuse, puisque pour les mères, ça signifie que leur fille va se marier. Et pour les hommes, que leur épouse sera fidèle. Ouais, d'ailleurs, c'est pour cette raison aussi qu'on a observé une hausse de cette pratique. Donc, c'était post-Covid et post-guerre en Ukraine. En gros, les familles, elles manquaient de moyens et marier leur fille, c'était un peu la solution à leur recours. Du coup, on est passé d'un risque de 2 millions à 3 ou 4 millions d'ici 2030. Mais c'est glaçant et on a envie d'en vouloir, je pense, aux parents. Mais ce qu'il faut se mettre en tête, c'est que c'est hyper difficile de remettre en cause une éducation et des traditions ancrées à ce point-là. Pour le coup, c'est avant tout un enjeu sociétal. Ça envoie en pleine figure l'expression particulièrement violente de la domination masculine et du fait que les hommes veulent exercer un contrôle absolu sur le corps de ces femmes. Alors c'est important d'en parler, c'est très tabou parce que ça évoque des questions d'intimité, mais le silence, c'est en fait garantir que la pratique va perdurer. Et donc le témoignage d'Abby m'a beaucoup touchée. Elle se confiait justement sur son rapport avec sa mère suite à son excision. Elle en parlait au micro d'Omaï Mag. À mes 14 ans, notre relation se détériore grandement. On ne s'entend plus, la communication se fait que par cris ou par des coups. Un soir, c'est le coup de trop. Je vais à l'école, mais complètement tuméfiée, un œil injecté de sang. J'avais la lèvre complètement tuméfiée, des cheveux qui avaient été arrachés. Et donc là, mon collège décide d'appeler les services sociaux. Et c'est la dernière fois où j'ai vécu avec ma mère. Lorsque j'ai été placée à l'ASE, ma mère garde l'autorité parentale et le parent doit signer une fiche médicale, une autorisation de soins. Et moi, cette autorisation de soins, jusqu'à ce que je quitte l'ASE, elle n'a jamais été signée par ma mère. Et parce que c'est ça aussi au départ, l'excision, c'est en fait beaucoup d'incompréhension des deux parties. Ouais, et en plus, les origines sont floues. Complètement, pour le sexologue et auteur du livre La fabuleuse histoire du clitoris de Jean-Claude Picard, ça aurait commencé pendant l'Égypte antique, donc vers 2500 avant Jésus-Christ. Et en fait, les hommes se sont vus accumuler des richesses et l'ambition à ce moment-là, c'était de les transmettre à leurs fils et il fallait s'assurer que les enfants soient bien les leurs. Donc des égyptologues ont également découvert des momies excisées et d'ailleurs, l'Égypte, encore aujourd'hui, c'est le pays dans lequel on excise le plus.
plus. 91% des femmes l'ont subi là-bas. Et tout ça pour dire qu'en réalité, c'est bien avant l'apparition des religions. Oui, en plus, on le fait depuis super longtemps. Mais c'est vrai que la reconnaissance de l'excision s'est fait très tardivement. Clairement, ça, c'était seulement dans les années 80. Et ça, à cause de la négation du clitoris. Donc, en gros, c'est un organe qui s'est totalement retrouvé sous le tapis quand on s'est aperçu qu'il ne servait pas à tomber enceinte. Et en même temps, c'est un organe qui est assez dingue parce que c'est le seul qui est uniquement dédié au plaisir. Et il faut savoir qu'il a fallu attendre 2016 pour découvrir sa vraie silhouette. Donc, c'est quand même 50 ans après avoir posé les pieds sur la Lune, quand même. En tout cas, origine floue ou pas, reconnaissance ou pas, c'est pratiqué de manière rituelle dans plein de pays d'Afrique comme l'Égypte, du coup, qu'on a évoqué, mais aussi la Somalie, la Guinée, le Mali, pour ne citer que. On la pratique également ailleurs, en Indonésie, en Malaisie, au Pérou, en Colombie, en Inde et même ici en France, en fait. Et on compte à peu près 60 000 femmes excisées. En effet, c'est une menace qui plane autour de 3 ados sur 10 dont les parents viennent de pays qui la pratiquent. Souvent, le prétexte, c'est un voyage à l'étranger. Donc, parmi elles, ça arrivera à une fille sur 10. D'ailleurs, il y a une campagne de l'association Excision Parlons-en qui s'appelait « Tu pensais partir en vacances ?» Et en fait, cette campagne, elle s'adressait en priorité aux jeunes filles qui, souvent, ne connaissent pas l'excision avant de le vivre. Certaines femmes y sont confrontées très jeunes et elles oublient. Elles le savent même pas une fois adultes et elles finissent par l'apprendre par un amant ou leur gynécologue, parfois même au moment d'accoucher. C'est ce qui est arrivé à la présidente de l'asso dont je viens de vous parler, Ramata Kapo. Je vous balance un extrait de son passage chez Arte. J'ai découvert mon excision dans un cabinet de gynécologie lors d'une consultation classique. Ayant 16 ans à l'époque, je ne me suis pas vraiment posé la question et je n'ai pas cherché à comprendre de quoi il me parlait. C'est quelques années plus tard, quand j'ai été enceinte de mon premier enfant, mon gynécologue de nouveau m'a informé que je risquerais d'avoir des complications dues à mon excision. Et c'est là que je me suis dit, on m'a déjà parlé de ce sujet et j'ai commencé à faire des recherches. Et c'est là que j'ai pris conscience que j'avais subi une mutilation sexuelle féminine. Et là, justement, Ramata Kapo, elle parle des éventuelles complications par rapport à la grossesse parce que oui, c'est un fait, ça a des répercussions lourdes sur les femmes. Ouais, c'est-à-dire que chaque femme réagit différemment, mais c'est pratique, ça a des conséquences sur la santé maternelle, donc, qui affectent aussi la santé physique par des douleurs, par des hémorragies potentiellement mortelles, par des infections, par des problèmes urinaires qui font que certaines filles arrêtent même l'école par honte parfois. Il y a aussi un risque de transmission du VIH ou encore de l'hépatite. On a aussi parlé du plaisir, certaines n'en auront plus jamais. Et psychiquement, c'est un traumatisme qui peut mener à un terrain anxieux, sachant qu'il faut prendre en compte que l'excision, c'est aussi souvent une pratique qui s'inscrit dans un continuum de violence. En fait, c'est excision, mariage forcé, viol, maltraitance. Et pendant mes recherches, je suis tombée sur cette femme, Aïssatou, et ces mots poignants pour brut traduisent vraiment cette douleur d'esprit que j'essaie de vous décrire. C'est une renaissance. Là, je suis née, pour moi, j'ai 2 dates de naissance. J'ai le 28 mai et j'ai le 3 juillet. J'ai le 3 juillet, le 3 juillet, voilà. J'ai 2 dates de naissance, ça n'a rien à voir. Voilà. Et elle a bénéficié d'une chirurgie réparatrice après son opération. On va en parler avec toi, Leïla, juste après, mais je voulais juste rappeler avant que c'est un combat universel, que la lutte pour les droits des femmes commence par celle des droits des filles, et que c'est absolument pas normal de se dire qu'à l'issue de cette chronique, une fille s'est faite exciser, étant donné que ça arrive toutes les 6 minutes. Ouais, c'est ça, ça arrive toutes les 6 minutes, et tant que les mentalités n'auront pas évolué, on va faire face encore et encore à ce fléau. D'ailleurs, parmi les acteurs de cette pratique, là, on a beaucoup parlé des femmes, des mères, des tantes, mais on n'a pas trop parlé des hommes. Ouais, mais pourtant, ils ont un rôle à jouer dans cette pratique, parce qu'en fait, sans eux, on peut pas stopper l'excision finalement. Ça c'est vrai. Et justement à Marseille, donc en France, Kélétigui Koulibaly a choisi de s'impliquer dans ce combat et de s'adresser justement aux maris et aux pères pour faire reculer l'excision. Alors lui, il est d'origine malienne et ivoirienne et justement il est militant contre l'excision et pour la chirurgie réparatrice. En fait, il a compris que ce sont les hommes qui sont à la base de ces demandes d'excision parce que en fait, au final, c'est vraiment pour convenir aux futurs maris qu'on a recours à cette pratique. Donc plus tôt les hommes arrêtent d'exiger ça, plus tôt l'excision va disparaître. Donc il a choisi d'aller à leur rencontre et pour leur expliquer que c'est rien d'autre que de la mutilation. En fait. Et du coup, ça marche. Il y a eu des retours positifs ou pas? Alors, le problème, en fait, c'est que même quand les hommes ont compris la gravité de cet acte, en fait, ce qu'ils ressentent, ces hommes, c'est qu'accepter la réparation, c'est comme accepter qu'ils sont pas compétents sexuellement. Donc, en fait, ils se disent, mais pourquoi ils ramènent le truc à eux? C'est ça. Ouais, en fait, je suis pas capable de lui donner du plaisir. C'est un peu ça. Donc, on est encore dans un problème ancré. Et en 2018, du coup, quand il a été interviewé pour parler de son militantisme, il a dit qu'en 10 ans, il avait rencontré qu'un seul homme qui avait proposé la chirurgie réparatrice à sa femme. Donc est-ce que ça marche? Je sais pas, mais en tout cas c'est bien de voir qu'un homme a pris conscience et fait le tour un peu du pays pour
pour réveiller les consciences, quoi. Carrément, on espère que les autres vont suivre. Ouais, c'est pour ça qu'on en parle. Il est 19h16, vous êtes dans la pluie et le beau temps, c'est l'hebdo qui débriefe littéralement toute l'actu culture et société sans tabou. Alors le groupe qu'on va écouter maintenant fait de la musique alternative et justement dans ce morceau, ils évoquent la tristesse d'un monde de brut. C'est vraiment un monde de brut. C'est ton son, Florence. Restez connectés, on revient dans un instant. Odezen, souffle le vent, c'est tout de suite sur Move. 19h19 sur Move, en régie, on rigole. Quel avec plaisir les filles. ce son. Ouais, bon, il y en a pour tous les goûts, Il y en a mais pour tous les goûts, hein, voilà. Ça a bien soufflé, ouais. Ouais, c'était pas à mes goûts en tout cas. Ouais, ni du mien en tout cas. 19h19, vous êtes sur Move et vous écoutez la pluie et le beau temps, c'est l'hebdo qui débriefe toute l'actu culture et société. Alors on réagit par rapport à cette triste nouvelle. Le 4 mars dernier, l'Assemblée nationale de Gambie a annoncé l'examen d'un texte de loi qui pourrait éventuellement remettre en place l'excision dans le pays alors que cette pratique avait été interdite en 2015. On le sait, le continent africain compte le plus de victimes dans le monde et selon l'UNICEF, il y aura à peu près 200 millions de filles et de femmes victimes d'excision. Très souvent, elles le subissent avant l'âge de 15 ans. Et d'ailleurs, une excision serait pratiquée toutes les 6 minutes dans le monde, comme tu viens de nous le dire, Florence. Alors, les témoignages le prouvent. Les années qui passent n'effacent pas du tout le traumatisme et la souffrance physique et psychologique, comme en témoigne Aïssatou, qui a été excisée à l'âge de 8 ans. Pour moi, l'excision, c'est une coupure à la vie. On nous coupe tout désir, en fait. Tout désir à la vie. Pour moi, en tout cas, mon ressenti pour moi, c'est ça. Il n'y a aucun désir, même si on essaye, il y a quelque chose qui ne va pas, parce qu'on a été cassé, on a été brisé, quoi, quelque part. Heureusement quand même, aujourd'hui, il existe des chirurgies réparatrices pour les aider à retrouver des sensations. On en compte 2. Donc il y a la désinfibulation qui consiste à ouvrir la cicatrice vulvaire pour réparer les lèvres cousues ou bien même l'appareil génital qui a été trafiqué. Et surtout, la plus connue, c'est la clitoridoplastie. La clitoridoplastie, ça consiste à inciser le pubis pour aller chercher la partie intérieure du clitoris. Et à ce moment-là, on va l'extérioriser. Je sais que c'est un petit peu technique. Mais du coup, en France, cette opération chirurgicale, elle est remboursée à 100%. En tout cas, la vie de beaucoup de femmes changent après une restauration, comme en témoigne Clarisse Tewa. C'est une femme d'origine ivoirienne, elle-même victime d'excision. Après la restauration, je suis redevenue une vraie femme. On a l'impression qu'il y a un voile qui quitte sur soi. On redevient une autre personne. Oh non, elle est trop chou. Ouais, tu sens qu'elle revit et pendant tout le long de son interview, elle explique vraiment c'est une nouvelle vie, quoi. Ça fait plaisir. Ouais, je l'ai vu ce doc. En tout cas, aujourd'hui, elle est là, on en parle. Même si on arrive à réparer physiquement les femmes victimes de mutilations génitales, il n'en reste pas moins que ce n'est toujours pas un combat gagné. Ouais, et du coup, le premier médecin à avoir pratiqué des reconstructions des femmes victimes d'excision, c'est Pierre Foldès. Donc, c'est un urologue qui a découvert les ravages de l'excision pendant un voyage humanitaire au Burkina Faso dans les années 80. Et en fait, en 2014, il a fondé Women Safe, donc la première association française qui prend en charge les victimes de mutilations génitales, qui peuvent rencontrer gratuitement des chirurgiens, des psys, des sexologues ou des avocats. Et en 2019, on comptait plus de 500 000 femmes excisées dans l'Union européenne, dont la moitié étaient regroupées en France, du coup selon Santé publique France. Donc c'est vraiment important que ce genre de pratique ou de structure elle soit mise en avant. Ouais, après c'est vrai que la réparation physique c'est bien mais ça fait pas tout. Il y a aussi l'aspect psychologique qui est pris en charge par les médecins pour aider justement ces femmes à se reconstruire. Ouais, parce qu'une femme excisée c'est une femme victime de violence. La violence psychologique de cette mutilation elle est aussi importante que la violence physique indescriptible subie. Et on peut pas traiter de l'excision tout simplement parce que l'excision c'est souvent qu'une partie du problème. Il y a d'autres choses dont tu nous as parlé tout à l'heure, Flo, comme les mariages arrangés, les violences sexuelles qu'il peut y avoir ou juste les violences. Et c'est compliqué de se confier à un médecin, surtout quand on a été éduqué pour ne pas en parler. Et c'est aussi une pratique traditionnelle. Donc c'est compliqué aussi de remettre en cause une partie de soi, de ses croyances ou de celle de sa famille. Donc reconstruire le clitoris d'une femme qui n'est pas reconstruite psychologiquement, ça sert à rien. Et c'est pour ça que la prise en charge, elle est si longue. On peut compter 6 mois à 4 ans pour les situations les plus complexes, de 6 mois de rendez-vous en fait médicaux juste avant l'intervention. Et il faut savoir qu'à l'issue de ces rendez-vous-là, la majorité des patientes elles choisiront de pas se faire opérer. Ouais. Et parce que contrairement à ce qu'on pense en Occident, il arrive que l'excision elle détruise pas complètement la sexualité d'une femme. Donc celles qui veulent pas avoir recours à l'opération, elles considèrent juste qu'elles sont guéries psychologiquement et que les consultations avec les psychologues, sages-femmes, gynécos ou les sexologues, elles ont permis d'appréhender leur corps et leur sexualité différemment. Après aussi, les médecins ils doivent chercher à savoir si la femme elle fait cette démarche pour se reconstruire elle d'abord ou pour satisfaire un homme.
parmi les personnes qui sautent le pas, malheureusement, il y en a qui sont poussées par la culpabilité vis-à-vis d'un conjoint. Par exemple, certaines se sentent mal de ne pas avoir autant envie de faire l'amour que leur mari. Et pour l'excision, elles sont une nouvelle fois confrontées du coup au contrôle de quelqu'un sur leur sexualité, enfin comme pour l'excision, pardon. Et d'ailleurs, les femmes qui espèrent améliorer leur vie sexuelle sont souvent plus déçues que celles qui le font pour améliorer leur intégrité corporelle, selon une étude de Sarah Abramovic, une gynéco. Après aussi, l'enjeu pour les prochaines années, ça va être de mettre en place cette lutte contre l'excision et surtout, je dirais, de rendre les structures comme Women Safe que tu as citées plus visibles et plus accessibles à toutes. Bah ouais, parce que le souci avec l'excision, c'est que malgré le nombre d'institutions qui luttent contre, rien ne change dans les chiffres. Ça augmente même depuis le Covid. Enfin, on prévoit que ça va augmenter depuis. Et j'ai l'impression qu'on tourne un peu en rond. Et pour moi, il faudrait peut-être qu'on arrête de considérer le terme excision comme un gros mot. Et peut-être qu'il faudrait choquer les gens et en leur montrant à quoi ça ressemble et toute l'injustice et la violence que ça représente. Et c'est dommage parce qu'il y a aussi une vraie distance entre les structures d'aide dont on parlait tout à l'heure avec Women Safe et les victimes d'excision. Déjà géographiquement parce qu'elles sont souvent situées à Paris ou dans des grandes villes comme Marseille ou Lyon. Et les centres d'aide, ils sont pas très connus, donc la majorité des femmes, elles n'ont pas connaissance qu'il y a une telle prise en charge qui existe. Donc si elles font pas de recherche et qu'elles se posent pas de questions, elles vont rien trouver. Et il y a aussi une distance émotionnelle. Par exemple, moi j'ai pu discuter avec une femme qui avait eu recours à la reconstitution et qui disait qu'elle aurait bien aimé pouvoir parler à un médecin ou une bénévole qui avait déjà de son origine ou qui était africaine et qui pouvait un peu comprendre le poids de ces traditions-là, quoi. Ouais, c'est vrai, t'as raison, hein, Leïla. En vrai, toutes ces mutilations sexuelles, ces violences, ça reste une expérience traumatisante et c'est vrai que c'est important de pouvoir en parler. En tout cas, en cas d'urgence, sachez que la loi française vous protège. Il y a un numéro, c'est le 3919, c'est le numéro d'écoute nationale qui est destiné aux femmes victimes de violences. Il est destiné aussi à leur entourage et aux professionnels concernés. Vous pouvez appeler ce numéro 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et bien sûr être en anonyme. En ce qui concerne ces associations ou ces centres dont tu parles, on peut citer quand même la Maison des Femmes. C'est un lieu de prise en charge qui existe à Saint-Denis. Alors oui, effectivement, c'est en région parisienne. Mais en tout cas, dans ce centre, les femmes victimes de violences peuvent se rendre librement et en toute sécurité. Et sinon, je peux vous citer aussi le site alertexcision.org. Et sur ce site, il y a plein de contacts qui sont donnés par zone. Il y a la France, il y a la Belgique, l'Europe ou encore l'Afrique. Et du coup, l'objectif, c'est vraiment qu'en France, les centres se multiplient et que ça soit pas accessible que dans les grandes villes comme je le disais tout à l'heure. Exactement. Et encore une fois, c'est pour ça qu'on en parle. 19h26, vous écoutez La Pluie et le Beau Temps, c'est l'hebdo qui débriefe toute l'actu, culture et société. La suite du son, c'est Angelina Jolie. Nintendo, c'est tout de suite sur Move. 19h29 et vous êtes sur Move en direct de La Pluie et le Beau Temps. C'est l'hebdo qui débriefe l'actu, culture et société en France et dans le monde. Alors bien sûr, pour ce deuxième sujet, on reste en France parce qu'on doit débriefer. C'est obligatoire. Vous entendez le son derrière moi. On va parler de la polémique du moment. Vous l'avez très probablement entendu. Si vous ne l'avez pas entendu, je ne sais pas où vous vivez. Mais en gros, Aya Nakamura a été reçue par Emmanuel Macron qui lui a proposé de chanter lors de la cérémonie d'ouverture des JO 2024. Jusque-là, tranquille. Du coup, Aya... La pluie et le beau temps. Non, c'est pas Aya, mais t'inquiète en régie. Mais peut-être qu'elle va le dire, on sait jamais. Peut-être. Au JO, c'est grave un message subliminal. Aya, elle est avec. Aya, c'est peut-être la quatrième, la prochaine. Mais ouais. De la... Aya qui chante Hello Papinier, qui est pas ça, qui chanterait éventuellement du Edith Piaf. Non, je ne regrette rien. Eh ben, ça plaît pas à l'extrême droite et ils ont dit non. No, God, please, no, no, no. On rigole, hein, mais on se rend compte quand même, les filles, c'est quand même 63% des Français interrogés qui sont contre le fait que ce soit elle qui chante, alors qu'en vrai, c'est la chanteuse francophone la plus écoutée dans le monde. Et pire encore, depuis cette annonce, elle subit une sacrée vague de racisme. Alors ce matin, c'est vraiment, ça date d'aujourd'hui, Marion Maréchal Le Pen a même dit qu'Aya Nakamura ne chante pas en français. Qu'on n'assume pas d'être un pays de culture européenne. Pardon, c'est parce qu'elle est noire? Non, pardon madame, ça n'a rien à voir. Pardon, excusez-moi. Mais quand Joséphine Baker, par exemple, elle représente la culture française, et pardon, c'est une femme noire, moi j'ai aucun problème. Mais là, en l'occurrence, cette femme ne chante pas en français. Elle ne représente pas la langue française. Mais elle est fou. Elle est même pas dingue, elle est fou. Elle est fou. Elle est fou. Et ce week-end aussi, ça a été le pompon parce qu'il y a eu un meeting du parti Reconquête de notre cher Éric Zemmour. Et dès qu'il a cité son nom, ça en était vraiment trop pour la foule. Ah bah vraiment trop. Ils ont plus les mots. Ils la plébiscitent. Ils ne votent pas pour le rap ni pour la...
Bah alors. C'est Bref. pas grave. On nous dit dans l'oreillette que ça bug en régie. Mais c'est pas grave, c'est pas une grosse perte parce qu'en En tout cas, gros, ils en pouvaient plus. Voilà, ils avaient pas les mots. Voilà, en fait, c'est la foule qui a hué le nom d'Aya Nakamura. Et la veille, on a tous vu la banderole aussi du groupuscule d'ultra-droite, les natifs, avec la phrase suivante: il n'y a pas moyen, Aya, ici c'est Paris, pas le marché de Bamako. De toute façon, moi je m'en fous. Aya, elle a répondu. Ouais, elle a dit, exactement, elle a dit, je cite: vous pouvez être raciste mais pas sourd, c'est ça qui vous fait mal. Je deviens un sujet d'état numéro 1 en débat, etc., etc. Mais je vous dois quoi en vrai? Que dalle. C'est vrai, elle leur doit quoi? Moi je dis, continue ma star, personne va te toucher. Clairement. En tout cas, c'est vrai, personne ne va la toucher. Ce qui est sûr, c'est que plusieurs personnalités ont pris la parole pour la défendre, ça, notamment dans le milieu urbain. Donc je peux vous citer des exemples comme Franglish, Neige, Lina Mayem, Weshden, Loa Lounsi, Joe Edouard Filet, Davinor, Bram Sito. Bref, Dadju aussi, il a dit, je cite: vous lynchez la plus grosse artiste du pays avec des arguments de CM1. Ce n'était même pas un combat, mais maintenant, il faut qu'elle chante. Nous, on va soutenir. Ouais, et il y a même la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, qui a dit: peu importe comme on vous aime, chère Aya, foutez-vous du monde entier. Elle s'en fout, justement, elle s'en fout, puisque de toute façon, si Emmanuel Macron l'a convoitée, en vrai, c'est qu'elle est légitime, n'est-ce pas, Florence? Mais perso, je suis trop hypée. Mais comme tu l'as expliqué, pour les réacs de France, il n'y a pas moyen. Aya donc a répondu qu'elle leur doit rien, et moi j'ai envie de lui dire que nous, on lui doit beaucoup en fait. Aya, tu as 38 ans et tu as élevé la musique française. Attends, oula, tu as 28 ans. Elle a 28 ans. Pardon. Ça va, petite erreur. Il est tard. Elle veut que lui rajouter 10 ans. Y'a rien qui va, c'est ça la plus Aya va faire un tweet sur nous ce soir. Ouais, ça m'ajoute un âge. Bon, attendez, je continue ma lettre pour Aya. Tu as 11 singles de diamant, 30 singles d'or et 7 de platine. Tu as aussi fait danser plusieurs stars, genre Madonna et sa troupe, ou même Rihanna. Megan Thee Stallion a un t-shirt Lana Kamurance. En plus de ça, tu as été invitée à Bercy par Alicia Keys. Bref, la liste est encore super longue. Mais déjà, merci, et évidemment que ça a du sens qu'elle chante au JO. D'autant plus quand on sait qu'elle vient de Seine-Saint-Denis, ou le département qui héberge le village olympique. Mais grave, ça c'est un... Tu marques un point. Oui. En tout cas, moi ce que je vois, c'est qu'ils sont pas capables de saluer sa réussite et surtout sa confiance en elle. En fait, ils ont le seum parce qu'elle a la boca, comme dirait Aya. Et surtout, ils maudissent les libertés qu'elle prend avec la langue, comme dans Jaja, qui est régulièrement citée. Oh Jaja, y'a pas moyen Jaja. J'suis pas ta cata Jaja, genre en katana baby tu dettes ça. Après, pardon, mais la musique populaire, ça a toujours été ça. Hein. Combien de hits se sont construits à base de textes simples, comme on peut l'entendre avec cette chanson, mais très très bien écrite, des Beatles par exemple. Non mais Obladi, Oblada. Et par ailleurs, on peut en revenir à Aya, c'est justement pour ça qu'on l'aime en fait, pour sa gouaille, pour son parler franc. Elle fait pas semblant et résultat, on s'identifie parce que, qu'on le veuille ou non, elle représente tellement de femmes qui ont grandi avec des codes différents qui dérangent, et elle s'inscrit comme une figure du rêve français. C'est un peu notre dream, American dream. Bref, inspirante pour son indépendance. Et voilà, est-ce que vous, par exemple, on vous a déjà critiqué pour une manière de parler de... Elle rigole, vas-y. Alors moi, vas-y. Non, moi, ma manière... Mais c'est parce que je suis très brute dans ma manière de parler et très... Ouais, je suis brute quand je parle. Brute de décoffrage. Exactement. Donc cas... c'est un truc qu'on me reproche beaucoup. Ah ouais, mais moi je trouve ça Ou de parler vite. Ou de parler vite. En tout cas, c'est quelque chose qu'on reproche beaucoup à Aya, et en tout cas, en tout cas, elle s'en fout parce que plein de jeunes femmes parlent comme elle en 2024. Bah oui, la preuve, t'as des mots comme crush ou même ghosté qui ont fait leur apparition dans le Petit Robert l'année dernière. Donc pas des mots qu'on voit Edith Piaf caler dans ses sons. Et c'est ce que c'est parce que la langue française, c'est une langue en mouvement, et l'argot, ça participe à l'enrichir. Donc jouer avec les mots, les sonorités, les règles, c'est d'ailleurs ce que les poètes et écrivains ont toujours fait, de Hugo à Baudelaire en passant par Rimbaud. Alors à tous ceux qui ont peur de son déclin, sachez que la langue française ne s'est jamais aussi bien portée. Elle fait partie des langues les plus enseignées dans le monde, et retenez également que la langue française, c'est pas la langue de France. Elle est aussi parlée dans d'autres continents comme l'Afrique, que vous méprisez tant d'ailleurs. Merci. Par exemple, à Bamako, on y parle français. Dans toute l'Afrique francophone aussi. Et tout ça pour une cérémonie qui est destinée au monde entier, donc aussi
aussi à une majorité d'auditeurs qui vont même pas comprendre. Oui, mais surtout qu'à priori, elle chanterait du Piaf. Donc vraiment, le problème, c'est un faux problème. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il s'agit d'un prétexte pour éviter d'assumer le vrai problème, qui est la misogynie noire. Donc c'est à la fois de la misogynie et du racisme. Et de toute façon, Aya, elle subit une vague de racisme depuis ses débuts. Bien sûr. Je sais pas si vous saviez, mais en gros, à l'origine, il y a un directeur artistique qui lui avait carrément demandé de blanchir sa peau pour plaire à un large public au départ de sa carrière. C'est lunaire. Et aujourd'hui, on s'emballe pour tout et rien en ce qui la concerne, même le fait d'allumer une simple cigarette, alors que... Quoi qu'il en soit, cette problématique manque de cohérence, puisque dans ce cas, ses détracteurs auraient pu critiquer Edith Piaf également. Dans un billet de l'Obs, ils invitent les racistes à planter leur banderole sur la tombe d'Edith Piaf, puisque sa grand-mère, Aïcha, était berbère, et de ce fait, elle ne saurait représenter la France non plus. Non mais c'est incroyable. Et moi j'ai envie de vous dire, il faut regarder la France en face et vraiment, faut assumer le fait qu'elle soit diverse et riche. Non mais grave. Et aussi se rendre compte qu'une reprise d'Edith Piaf par Aya Nakamura, ce serait participer à un moment d'éducation populaire et l'occasion de faire le pont entre les générations aussi, d'autant plus que ce sont deux femmes qui ont plus de points communs qu'on l'imagine, en plus d'être toutes les deux issues de l'immigration du coup, elles écrivent toutes les deux leurs textes seules. D'ailleurs pour l'anecdote, Aya a tout de suite rencontré du succès, etc. Alors que Edith Piaf, ça a été vachement plus compliqué. Quand elle a débuté, elle était complètement illettrée. Elle a progressé, elle a fini par écrire près de 27, mais moi et les chiffres. Aujourd'hui ça va pas, mais t'inquiète. On est là. En tout cas, voilà, c'est marrant de se dire que les belles phrases, c'était aussi un moyen pour elle de s'approprier les codes. Et en tout cas, toutes les deux ont écrit des textes qui racontent l'amour, la souffrance, la vie quotidienne et avec les images de leur époque à elle. Et encore un point commun, Flo, les deux sont des stars internationales. Bah ouais, Edith Piaf, c'est un énorme symbole, notamment avec La vie en rose. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Trop jolie comme chanson. C'est l'instant émotion. Là, on était en petit instant Madeleine de Proust. Ouais, calmons nos cœurs. Parce qu'elle a été reprise par plus de 350 artistes. Et de l'autre côté, notre Aya nationale qui a 9 millions d'auditeurs mensuels. Elle dépasse même Mozart, ok, le Z. Oh. Et ça fait d'elle l'artiste française la plus écoutée à l'étranger. D'ailleurs, en 2018, Jaja avait été classée numéro 1 aux Pays-Bas. Et devinez quoi ? C'est un record inégalé depuis Edith Piaf. Mais wow, incroyable. Je ne regrette rien. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal. Tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Et en tout cas, c'est pas parce qu'elles se ressemblent qu'il faut forcément les comparer. Tout ce qu'il faut retenir, c'est qu'on écoute Aya ou pas. C'est un vrai élément du soft power français, dans un monde où la pop culture est dominée par l'anglais et l'espagnol. Et ça, c'est une réalité et pas du tout une opinion. C'est clair. En tout cas, Flo, tu l'as bien démontré sa place. Elle l'a mérité. Et d'ailleurs, pour reparler du soutien qu'elle a reçu, de la part des politiques, on peut aussi citer Emmanuel Grégoire. Lui, c'est le premier adjoint d'Anne Hidalgo, donc la maire de Paris. Après la diffusion de la fameuse banderole raciste, il a dit, je cite, « Tout mon soutien à Aya Nakamura pour cette attaque ignoble. Elle est une grande artiste qui fait honneur à la France dans le monde. » On a aussi encore du côté des politiques le député Antoine Loman de la France Insoumise qui a qualifié les auteurs de la banderole de délinquants racistes. Et aussi, il a ajouté qu'il ne cherche qu'à exclure la chanteuse francophone la plus écoutée dans le monde depuis Edith Piaf, comme tu viens de le dire. Et justement, cet après-midi, parce que là, on est vraiment là, c'est du chaud. Elle a tweeté, je la cite, « Merci pour le soutien, surtout à ma communauté. J'ai l'impression de vous avoir fait découvrir Edith Piaf et qu'elle s'est réincarnée en moi. Le reste, qu'ils nous aiment ou pas, c'est leur dos. » Et moi, je la trouve trop drôle. Moi, je la trouve trop drôle déjà de une, et je la trouve très courageuse. Grave. Parce que je pense que c'est compliqué de faire genre qu'on s'en fout et de prendre le truc en mode moi, je vous dois rien et tout. Mais forcément, ça t'affecte. Mais bien sûr que ça t'affecte quand en plus, c'est
on en parle depuis. Partout. Mais partout. Il n'y a que ça en ce moment. En plus, on en parlait même avant qu'elle confirme qu'elle allait chanter au JO, tu vois. Comme l'a dit Dadju, c'est devenu un combat, mais non, elle doit le faire. Alors que voilà. à la base, elle était peut-être en train de réfléchir. Dire non. C'est ça. Incroyable, c'est ça. Eh ben, c'est pas grave, c'est la France d'aujourd'hui. Il est 19h41, vous écoutez La pluie et le beau temps, l'hebdo qui débriefe l'actu, culture et société. Alors justement, pour la prochaine musique, on va se faire un kiff, puisqu'il y a quelques jours, elle a dévoilé un remix de son dernier titre avec Ayra Starr. Hypé, le remix, c'est tout de suite sur Move. 19h44 sur Move, en direct de votre hebdo qui débriefe toute l'actu, culture et société sans tabou. On parle bien évidemment d'Aya Nakamura qui fait la une de la presse ces derniers jours à ses dépens, puisqu'elle est clairement la cible des attaques racistes. Ils veulent pas la voir chanter au JO de Paris 2024. Ils ont dit non, c'est mort, il n'y a pas moyen, apparemment. Et du coup, tout le monde s'est emparé de l'affaire et il y a clairement deux clans. Pour certains, elle n'est pas légitime, comme pour la journaliste et animatrice Estelle Denis qui aurait préféré Patrick Bruel. J'aurais mis Patrick Bruel. Mais parce que t'es une fan absolue de Patrick. J'aurais mis, Patrick Bruel, j'aurais mis un monstre de la chanson française. Pour chanter Piaf. Michel Sardou. Quoi, en fait? Alors, il peut chanter Barbara, il peut chanter Piaf. Excuse-moi. Tu vois, j'aurais mis Véronique Sanson. Véronique Sanson. Excuse-moi. Véronique Sanson, absolument. Une chanteuse, effectivement. Alors, d'accord. Et ça, Véronique Sanson. Ça représentait la France de 2024. Mais est-ce qu'on a dit qu'il fallait représenter on pouvait mettre un disque aussi, Charles Trenet ou Maurice Chevalier, non? C'est très mais pourquoi il parle comme ça? Patrick Bruel. Je sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour certains, c'est une bonne idée, c'est une touche de modernité. Faut voir comment on rigole. Je sais pas. Ouais, Patrick Bruel. Elle a chanté quand elle était un peu chanté du Piaf. En tout cas, pour parler de sa musique, on va essayer de rester sérieux parce qu'en vrai, c'est tellement absurde qu'on est mort de rire, vraiment. Aya Nakamura, on le redit, c'est l'artiste française la plus écoutée à l'étranger. On vient juste d'écouter son dernier son. Elle l'a sorti là, il y a quelques jours, c'est le remix de son titre Hypé en feat avec Ayra Starr, la star nigériane. Alors écoutez-moi bien, ce remix, il est numéro 1 des tendances YouTube et il cumule, à l'heure où je vous parlais, en tout cas il y a au moins une heure, plus d'1,9 million de vues. Alors on peut le dire encore une fois, ça cartonne et c'est d'autant plus intéressant puisque pour le coup il s'agit d'un feat international. Si vous suivez la musique, vous savez qu'il y en a eu beaucoup des feats internationaux, notamment dans le hip-hop, mais ça n'a pas toujours fonctionné. Alors Leïla, tu vas nous expliquer comment on explique le succès récent de tous ces feats internationaux. Déjà, les feats, c'est souvent un échange de bons procédés entre les artistes. Donc les feats France-US, par exemple, ça a longtemps été un moyen pour les artistes français de se crédibiliser aux yeux du public français parce qu'ils étaient en quelque sorte validés par un artiste du pays de naissance du hip-hop. Et pour les artistes américains, ça permettait d'étendre son auditoire et de s'ouvrir les portes de l'Europe. Ouais. Et dans les années 90 et au début des années 2000, on a eu le droit à de gros feats comme NTM avec Nas sur le titre Affirmative Action de Seine-Saint-Denis, remix, et ça donnait ça. Yeah, affirmative action, yeah, with my crew, NTM, this is Nas Escobar. Yeah, international remix, check the lyrics. Chacun sa mafia, chacun sa mi-fa. Baby, come wicked nigga. Et on parle quand même de top artistes dans leurs pays respectifs, mais malheureusement, en fait, pour Nas aux États-Unis, ça a un peu flop. Et ça n'a pas relancé les ventes de son deuxième album, mais en France, ça a eu un succès de fou et ça a relancé tout un truc autour de Paris sous les bombes, l'album de NTM, qui a été réédité quelques mois plus tard. Mais bref, dans les années 2000, il y a eu beaucoup de collaborations entre de gros artistes français et de gros artistes US, comme Psychiatre de la Rime avec Nate Dogg, à l'ancienne, qui est trop bien d'ailleurs, que j'aime trop. Et il y a aussi eu Booba qui a créé une connexion avec Akon avec le titre Lunatique. Laisse-les croire que j'irai nulle part, Crapaud deviendra prince, nique sa mère, mon ennemi phare. Moi perso c'est un morceau que je kiffe, ça me rappelle trop de souvenirs de l'écouter. Mais bien évidemment tu vois c'est cool pour les artistes de se dire que le public l'a aimé. Mais l'intérêt principal des feats, c'est l'intérêt commercial et on cherche à se faire des sous. Et ces intérêts commerciaux, ils ont commencé à être de moins en moins subtils. Ça a commencé à saouler le public et surtout à créer de gros flops. Ouais, sachant qu'en plus, tous ces artistes US, ils sont payés des sommes astronomiques pour un feat. Et aussi, ça, c'est ça qui a contribué au manque de subtilité et ça a aussi poussé le public à se détourner des feats franco-américains au final. C'est vrai que dans les années 2010, c'était plus trop ça. On a la Crime qui nous a déçus, enfin qui m'a déçue. Plus particulièrement avec des feats
avec Snoop Dogg, Rick Ross ou encore 6ix9ine. Et je trouve que c'était forcé en fait. Et puis en fait des fois je me dis que s'il n'y a pas de réelle connexion entre les artistes, bah vaut mieux s'abstenir et rien sortir plutôt que de nous sortir un truc pour j'ai pas sortir envie de dire un un gros mot pour sortir un truc pour sortir un truc, tu vois. Et je trouve que c'est un truc qui revient souvent dans j'ai déjà entendu ça plusieurs fois, que vu que les Américains ils sont payés très cher pour les feats, on est beaucoup à se dire qu'ils se foutent un peu de nous, qu'ils sont pas au max de leur capacité et qu'ils se permettraient jamais de sortir un morceau comme ça sur leurs albums à eux. Chief Keef il fait que se foutre de la gueule de Gradure quand il lui dit dans le feat qu'il a été payé 10K pour 8 mesures. Oh là là. Donc je trouve que c'est vraiment le truc qui je trouve ça illustre très bien ce qu'on veut dire quand on dit qu'il se moque de nous, quoi. Ouais. Et en fait, des ratés, je trouve qu'il y en a eu d'autres, comme le Booba Didi sur le titre César Palace, dans lequel Didi fait même pas un couplet, mais une mini intro de 2 secondes, puis disparaît, plus rien. Moi, je suis désolée, mais c'est un truc qui m'énerve. C'est marqué en feat avec Didi. Ouais, donc mais moi, là, c'est un truc t'attends. qui m'énerve. Quand tu lances un feat, moi, je veux entendre au moins un couplet ou Jusqu'au un bout du refrain. feat, va pas Voilà. jusqu'au Toi, tu me dis 2 phrases au début. Tout à l'heure, je parlais avec un gars qui nous aide à préparer l'émission et il me disait qu'il avait pas compris que c'était ça le feat avec Didi, que c'était la voix de Didi en intro en fait. Et je trouve que Mais c'est pas un feat pour moi. ouais, mais je trouve que c'est Clairement. se foutre de la gueule du monde. Et je suis désolée, Booba, récupère tes sous. Et récupère ton argent. Surtout qu'il en a. Donc bon. Voilà. Mais du coup, en 2015, la hype sur les feats franco-américains, elle est revenue avec le succès de Crystal, le titre de Caris et Future, qui cumule plus de 10 millions de streams sur Spotify et 22 millions de vues sur YouTube, et ça donnait ça. I won't trust these bitches. These bitches gon' tell. We don't trust no stick around none of these bitches gon' tell. I'm a hood nigga straight out the motherfucking gutter, I serve a whole bell. Motherfuck these police, nigga, my nigga, they shootin' at 12. Nigga shootin' at police. Moi j'aime trop, j'aime Ça, trop. je crois que c'est un de mes titres préférés de Caris. Ça m'étonne pas. En tout cas, ouais, franchement, très très chaud ce feat. Et en 2023 aussi, on a eu un feat qui a cartonné entre Hamza et Offset. Donc c'est vraiment la preuve que ça marche et qu'il y a un intérêt commun pour le public. Bah, c'est vrai que Sadio, je trouve que c'est quelque chose. Ah là là. Le boy est résilié. Je peux mettre un diamant au doigt d'une teinte. Je suis gang affilié. Comme j'ai mon beretta, je marcherai jamais seul, mec. Mais je pense qu'il a aussi été apprécié ce morceau, c'est parce que en fait c'est parti d'un vrai coup de cœur d'Offset pour la musique d'Hamza, et c'est cool d'entendre des feats, un feat qui part d'une impulsion vraiment artistique. Et moi, ce que j'apprécie, c'est qu'Hamza soit le seul sur le refrain et que il y ait pas Offset un peu partout ou que ça soit il y ait que lui qui porte le morceau. Ouais. Et je trouve qu'il y a des, moi j'aime trop. Est-ce que vous, il y a des feats franco-américains que vous aimez beaucoup? Il y en a plein, mais là juste pour l'ambiance, clairement, c'est mon son bien thug, bien rap, que je mets en voiture avec mes copines. Ce son, il nous transforme, je suis désolée, mais c'est Lacrim en feat avec French Montana. Ah, c'est quelque chose. Nouvelle caisse. Rolls Royce. Et toi, Florence? Mais moi, vous m'avez prise au dépourvu, donc j'ai pas trouvé comme ça tout de suite, mais j'ai un feat franco-irlandais. Mais vas-y, ça fonctionne parce qu'on kiffe tous ici chez Move. C'est Charlotte Gainsbourg et c'est Capodega, naturopathe. C'est sans espoir, je me faire avoir. Mon recel me pue d'endort. Se théorise, grandes analyses, il préconise de troisième. Les larmes. Je regrette tellement d'avoir posé la question. Je sais pas qui d'autre chez Move t'a dit qu'il adorait ça. Bon, chacun ses goûts, je juge pas. Non, c'est Flo et Rance qui kiffent. Voilà, mais à quelle heure? Bon, bref, en attendant, les feats franco, artistes internationaux, moi, c'est tout ce que je kiffe. Et c'est pour ça que j'aimerais bien continuer à avoir des mini-EP, comme l'EP de Tiako et Dave, qui est sorti cet été. Mais ces derniers temps, en fait, les artistes hip-hop français, ils se tournent plus vers l'Afrique pour leurs feats, parce qu'on connaît le succès que peuvent avoir les musiques nigérianes ou encore la rumba congolaise en France. D'où les Taiki, Fally Ipupa, ou encore Nino, Ayra Starr, Dadju, Burna Boy, Jul O'Malley, et bientôt peut-être Tiako, Wizkid. Ah, on valide. En tout cas, c'est vrai qu'ici, on aime beaucoup. Alors, pour conclure avec ce que tu as dit, j'ai envie de vous faire un petit blind test pour vous faire deviner des artistes. Attention, moi, je suis chaud dans blind test. On va voir Mais ça. pas moi, Il n'y a je pas de suis souci. sûre. On va voir ça. Alors là, il faut deviner les artistes français qui sont liés avec un artiste international. C'est pas forcément les États-Unis. Vous allez devoir trouver le pays et au minima l'artiste français, ok? Ok. Premier son. Qui veut tester? Je vais m'en faire un fest. Jules. Je passe au traite quand je passe sur la gilette. Vendo sopra il booster, hanno fatture non parlo di buste, mando tutto io, svuota il freezer, c'ho passaggio assicurato sopra questo diesel. Le pays? L'Italie. T'as regardé la réponse? Oh, j'allais jurer, mais non.
Jules, c'était un peu simple, mais le pays, peut-être que tu comprends pas la langue, effectivement. C'est bien, donc c'est un titre italien, c'est Anna en feat avec Jules et le pays, bah voilà, vous l'avez compris. Et le titre, c'est Bando, c'est un remix de Bando. Okay. Alors, ensuite, j'ai un autre son, ce sera le dernier de ce mini blind test. Je vous laisse écouter. I'm trying to holler at you, homie, pick up your cell. Hey, G, hell yeah, I got some suckers on my tail. Could you make them bail? Ça fait plaisir. Bah c'est Jamel. Non, je le connais, la triche. Avec Snoop. Ouais. Ah non. Attends, je suis contente. Un partout. Bah le centre. Ouais, vraiment. Mais non, elle a pas eu un entier. Mais quoi? Elle a dit Jamel, t'as dit Snoop. Mais t'as dit Jules, t'as pas dit Anna? Mais je la connais pas. Bah on sait pas. Mais toi tu connais Snoop. Mais je le connais pas. T'as dit t'étais chaude. Non, t'as dit t'étais chaude. En tout cas, c'est un titre que j'ai réécouté hier pour préparer l'émission. Il y a pas un Navarre là, comment ça s'appelle? Lavar. Bah il y a un gars qui m'a pointé du doigt pour dire victoire, mauvaise foi. Mais bravo, bien joué les filles, c'était Jamel Debbouze en feat avec Snoop à l'occasion de la sortie du film mythique Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Bon, ça va. On n'est pas trop nuls. Ça avait peur de me ridiculiser, mais non. Moi, je trouve que je suis éclectique. Oui, on a vu ça. Ouais. T'as de la chance, il n'y a pas les réactions du public en direct. Il est 19h55 pile. Vous êtes en direct de La Pluie et le Beau Temps. C'est l'hebdo qui débriefe toute l'actu culture et société. Alors, pour la suite du son, on a choisi un son dédicace à tous les haters. Un petit bisou sur la joue, histoire de dire t'as capté ou pas? Voilà. Aya Nakamura, bisous. C'est tout de suite sur Move. Rebonsoir à tous. C'est la deuxième heure de La Pluie et le Beau Temps, l'hebdo qui débriefe toute l'actu, culture et société sans tabou. Je suis toujours avec Florence et Leïla et là on enchaîne sur un autre sujet de société, pas très drôle. Alors mercredi dernier, l'Assemblée nationale a approuvé une proposition de loi qui pourrait reconnaître et réparer les préjudices qu'ont vécu toutes les personnes homosexuelles avec les lois discriminatoires qui étaient en vigueur entre 1942 et 1982. Alors pour comprendre cette décision, il faut bien sûr faire un retour dans le passé. Aujourd'hui, même si l'homosexualité c'est toujours pas facile à vivre, sachez que ça a été bien pire dans un passé pas si lointain et c'était justement sous le régime de Vichy en 1942 où il y avait une loi et à ce moment-là, la majorité sexuelle, elle était fixée à 13 ans pour les relations hétérosexuelles, à savoir qu'elle est passée à 15 ans en 1945 contre 21 ans pour les relations homosexuelles. Mais pourquoi 21 ans? C'était quoi l'excuse? La protection de l'enfance. Ouais. En gros, sous le régime de Vichy du maréchal Pétain, l'homosexualité c'était tellement discriminé que la police française allait même jusqu'à fournir aux nazis une liste de documents pour les traquer. Et d'ailleurs, quand la France a été libérée, la plupart des lois Pétain ont été abrogées, mais pas du tout, pas celle-là, pas celle qui concerne la majorité sexuelle. Donc ça a duré très longtemps. Et c'est seulement en 2005 que le président Jacques Chirac a évoqué la déportation des homosexuels. C'est quand même fou le temps que ça a pris. Enfin, c'est tellement ancré dans les mœurs. Quoi. Ouais, carrément. Et tu crois pas si bien dire, puisque à la base déjà l'homosexualité c'était toléré par le droit romain. Et c'est à partir du 6e siècle que c'est devenu un crime passible de la peine de mort. Du coup, sous la France de Louis XV, même si c'est vrai que c'était un roi qui était moins sévère sur la question, ça restait quand même un crime. Et en 1750 à Paris, Jean Diot et Bruno Lenoir sont arrêtés pour posture indécente et ces deux-là seront condamnés et mis à mort en France pour crime d'homosexualité. Du coup, en 1791, il y a quand même eu un changement puisque le nouveau code pénal a abandonné le crime de sodomie entre adultes consentants. Et par contre, à ce moment-là, la loi ne reconnaît toujours pas l'homosexualité et ça s'est bien perpétué sous le régime de Vichy, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Ouais, c'est bien plus tard qu'ils reconnaissent, que ça a été reconnu. Justement. Ouais, c'est en 1981 que la France a retiré l'homosexualité de la liste des maladies mentales dans le registre que tenait quand même la préfecture de police. Et ça a pris encore plus de temps du côté de l'Organisation mondiale de la santé, puisque c'est juste en 1990 qu'elle a retiré l'homosexualité de la liste des maladies mentales. Alors en tout cas, le 4 août 82, c'est donc sous la France de François Mitterrand, Gisèle Halimi et Robert Badinter, qui est ministre de la Justice à l'époque, vont faire voter l'abrogation de la loi de Vichy. Et à partir de ce moment-là, la loi française va supprimer toutes les pénalisations de l'homosexualité pour les personnes de plus de 15 ans. Ce jour-là, c'est vrai que c'est une victoire pour la communauté LGBT. Et justement, on va écouter Didier Varro, c'est le secrétaire général de la radio Fréquence Gay, qui était venu sur le plateau du journal de la nuit d'Antenne 2, et il exprimait sa joie. Que l'homosexualité ne devait plus être considérée comme un délit, c'est une grande victoire, ça n'a pas été sans mal, il faut bien le dire. Il a fallu en passer par cette navette parlementaire, mais aujourd'hui nous sommes tout à fait heureux et nous ne regrettons pas d'avoir soutenu François Mitterrand et le Parti Socialiste. Donc plus de discrimination légale. Plus de discrimination légale, et je crois que là il faut encore une fois rendre hommage au comité d'urgence anti-répression homosexuelle qui depuis 3 ans, même un peu plus maintenant, a fait un travail énorme, et c'est grâce à eux
eux, des gens qui ont fini par réunir 10 000 personnes dans la rue en 81 et 15 000 cette année, que cette abrogation a eu lieu aujourd'hui. Pour nous, c'est vraiment une grande joie. Alors pour information, Didier Varro, c'est aussi le directeur de la musique chez nous à Radio France et son message a été impactant parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, être homosexuel, c'est plus puni par la loi en France, mais on sait que clairement l'homophobie persiste. D'ailleurs, l'association créée en 1994, SOS Homophobie, a recensé juste pour l'année 2022 environ 184 cas d'agression physique. Et juste pour la ville de Paris, on compte 419 agressions homophobes qui ont été recensées justement par la préfecture de police de Paris en 2023. C'est beaucoup, mais croyez-moi, c'est vraiment un chiffre inférieur à la réalité des violences qui sont subies en silence. Donc aujourd'hui, l'homophobie, c'est un vrai sujet de société que les députés de l'Assemblée nationale ont voulu remettre sur la table. Bah ouais, surtout qu'il y a beaucoup de cas qui sont passés à la trappe. Ouais, aussi. grave, ouais. Quand on sait qu'il y a eu au moins 10 000 personnes condamnées pour homosexualité en France juste entre 1942 et 1982, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une volonté d'adopter une loi mémorielle pour leur offrir une réparation, un préjudice moral et aussi financier. Et justement, tu l'as dit, Leïla, beaucoup de cas ont été invisibilisés et aujourd'hui, certains militants sont même pas satisfaits de cette proposition de loi puisque pour eux, le contenu du texte est encore trop restrictif selon eux. Je vais vous citer Sébastien Tuller, donc il est le responsable LGBTI+ à Amnesty International France et il a dit, je le cite, la proposition de loi aujourd'hui ne couvre pas par exemple la période de la déportation homosexuelle. Celle-ci a déjà été reconnue par la France sous Jacques Chirac, mais ce qui reste assez paradoxal, c'est que cette proposition de loi aujourd'hui, elle aurait pour conséquence qu'une personne qui est condamnée à une amende pour outrage public à la pudeur pourrait aussi obtenir une reconnaissance, mais pas pour une personne qui aurait été déportée. D'où la nécessité de mieux cadrer ce qu'on souhaite réparer et de quelle manière. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont subi ces discriminations à l'époque et elles disent avoir été oubliées. Du coup, j'ai une question pour toi, Leïla. Ouais. Est-ce que vieillir en tant que personne issue de la communauté LGBTQ+, c'est difficile aujourd'hui ? Alors, oui. D'ailleurs, dans un rapport de 2013 d'SOS Homophobie, du groupe SOS et DEADS, donc une association, on apprend que les personnes LGBTQ+, sont plus sujettes au risque d'isolement en vieillissant comparé aux personnes hétéros. Et tout ça, en fait, pour comprendre tout ça, il faut se remettre dans le contexte. Mais il y a une quarantaine d'années, c'était illégal d'être homosexuel. Donc certains ont choisi de prendre le risque de s'assumer et de vivre avec leur partenaire, d'autres de vivre seuls et d'autres de se marier, de faire des enfants avec des hommes ou des femmes pour rentrer dans des cases ou avoir une vie dite normale, entre guillemets. Donc je vous laisse imaginer la solitude déjà qu'ils ont pu ressentir pendant toutes ces années. Mais quand la société elle a commencé à accepter l'homosexualité, que leurs enfants ont grandi, il y a commencé à avoir des vagues de coming out. Et malheureusement, ça a provoqué de grosses ruptures dans les familles, donc avec des enfants blessés ou sinon même des amis ou d'autres membres de la famille qui coupent les ponts ou s'éloignent parce qu'ils ont l'impression d'avoir vécu dans le mensonge. Et pour ceux qui ont vécu des relations cachées, les unions, elles n'avaient aucune reconnaissance aux yeux de la loi. Donc impossible d'avoir une place légale dans la vie de l'autre. Donc c'est des trucs tout bêtes, mais ça passe par le fait d'intervenir quand quelqu'un est hospitalisé, de pouvoir le garder avec soi s'il a un problème, ou juste organiser ses obsèques, etc. Ouais, c'est vrai, et on en a parlé aussi récemment dans une autre émission. Il y a eu le VIH qui a touché la communauté homosexuelle, notamment dans les années 80. Toujours selon l'enquête de 2013, plus de 2/3 des personnes de plus de 50 ans qui vivent avec le VIH sont seules et isolées, soit à cause de la mort de leur compagnon, ou à cause des stéréotypes sur le VIH. Et c'est un facteur de pauvreté, parce qu'il y en a beaucoup qui imaginaient ne pas vivre assez vieux pour atteindre la vieillesse tout simplement et qui n'ont pas d'épargne pour leur retraite. Et c'est vrai aussi, la pauvreté c'est un facteur aggravant pour les seniors LGBTQ+, notamment pour ceux qui sont atteints du VIH ou qui ont vécu des périodes de transition. On en a parlé il y a 2 semaines avec Flo. C'est le VIH, ça isole socialement, notamment à cause des stéréotypes sur la maladie et des premiers traitements qui devaient être pris toutes les 4 heures par exemple. Et il y a aussi le cas des traitements hormonaux pour les personnes qui étaient en transition. Donc en fait c'était impossible de travailler et on se retrouve avec des carrières qui ont été hachées et des toutes petites retraites à la fin. Et du coup, cet isolement, il a un incidence sur le goût de vivre de ces personnes âgées. Yes, parce que quand on n'a pas de vie sociale épanouie, ça a une incidence sur notre qualité de vie et sur le désir de vivre. Et c'est triste, mais les personnes âgées isolées sont souvent désespérées et n'attendent qu'une chose, c'est d'en finir. Parce qu'en vieillissant, on a besoin des autres, comme quand on grandit ou quand on se développe. Et si les autres sont là que pour le strict minimum, comme les soins médicaux,
les repas, la douche, on n'établit pas de lien et progressivement on se laisse mourir. Et justement, pour pallier à ça, il y a l'association Grey Pride qui a créé un label d'EHPAD LGBT friendly. Oui, parce qu'en gros, selon le sociologue Régis Schlagdenhofen, les personnes LGBTQ+, elles sont plus résilientes en vieillissant et elles ont plus de facilité à créer une vie de famille, de cœur, tu vois, que les hétéros. Et ça serait dû aux moments difficiles qu'ils ont vécu dans leur jeunesse ou dans leur vie, et aussi à la nécessité de reconstruire une vie ou une nouvelle sociabilité. Et le fait de se créer une famille cœur, c'est vraiment ce qui pousse des associations comme Grey Pride dont tu parlais, une association de seniors gays, du coup, à se mobiliser et à créer des lieux LGBT friendly pour les vieux, pour qu'on arrête de se limiter aux besoins physiologiques et que la prise en charge elle soit de qualité, parce que oui, même les seniors ont des aspirations, ont des besoins d'appartenance, et tout ça maintient leur désir de vivre et surtout l'estime qu'ils peuvent avoir d'eux-mêmes. Bien sûr, et d'ailleurs en parlant de cette association Grey Pride et des labels dont tu as parlé, en novembre 2021, c'est le label Grey Pride Bienvenue qui a été lancé à destination des maisons de retraite et des EHPAD. En gros, ce label, il assure aux résidents la prise en compte de leur intégrité, de leurs besoins et aussi de leur orientation sexuelle. Ouais, et d'ailleurs, l'association le dit, les salariés des EHPAD, les appartements autonomes ou même les aides à domicile se doivent d'être formés à la diversité et à la prise en compte des besoins affectifs et sexuels des personnes âgées. Exactement. Du coup, ce label, aidé par l'organisme de formation TLC Conseil, il se compose d'une formation en 2 parties. C'est simple, il y a une partie qui est dédiée à l'identité, la sexualité et l'orientation sexuelle des aînés. Et il y a une deuxième partie qui propose aux référents de tous ces établissements des formations pour appliquer cette démarche dans des animations ou encore dans des ateliers. Ouais, du coup, au final, c'est juste une démarche d'inclusivité et de sensibilisation. Ouais, c'est ça. C'est vraiment mis en place pour le respect de l'intégrité de ces seniors. En tout cas, depuis septembre 2022, le label Grey Pride compte déjà 2 EHPAD parisiens certifiés. Et je sais qu'il va y en avoir d'autres dans la France. C'est bien. On en pense. Sympa. On est content. Sympa. C'est quelque chose que, en vrai, si on n'avait pas fait le sujet, je ne l'aurais pas su. Et on n'en entend pas du tout parler, en fait. Ouais, mais c'est aussi, on invisibilise un peu les vieux, tu vois. Totalement. On a l'impression qu'ils ont plus trop de vie maintenant qu'ils sont vieux. Tout est derrière eux. C'est ça. Et du coup, c'est un ensemble de discrimination. Ouais, c'est ça. Et du coup, il faut juste s'occuper d'eux, les aider, et puis on s'en fout un peu, tu vois. Ouais, c'est ça. Franchement, c'est dommage. 20h11, vous écoutez La Pluie et le Beau Temps. C'est l'hebdo qui débriefe toute l'actu culture et société. On a choisi pour la suite un artiste queer qui justement parle d'amour. Pierre et la Rose, remplis-moi. C'est tout de suite sur Move. Les 20h15 et vous êtes toujours sur Move. Vous écoutez La Pluie et le Beau Temps. C'est l'hebdo qui débriefe toute l'actu culture et société. Alors on revient sur l'annonce de l'Assemblée nationale qui souhaite adopter une loi de réhabilitation. Et ça concerne toutes les personnes condamnées pour homophobie entre 1942 et 1982. Alors du coup, il y a Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice, qui a dit pardon aux victimes d'homophobie à l'Assemblée nationale la semaine dernière. Pardon aux personnes homosexuelles de France qui ont subi 40 années durant cette répression totalement inique. Heureusement, la justice d'aujourd'hui ne condamne plus les personnes en raison de leur orientation sexuelle. Bien au contraire, la justice condamne sévèrement tous ceux qui osent s'en prendre à nos compatriotes en raison précisément de leur orientation sexuelle. Alors aujourd'hui, être homosexuel en France, ce n'est plus puni par la loi. Et d'ailleurs, depuis 2013, le mariage pour tous existe. La France est devenue le 14e pays à autoriser le mariage homosexuel dans le monde. Et c'est aussi le premier mariage pour tous a eu lieu à Montpellier le mercredi 29 mai 2013 par l'intermédiaire de la maire du Parti Socialiste, Hélène Mandroux. On s'en souvient. Vous êtes unis par le mariage, au nom de la loi. Mon mariage a eu lieu le 29 mai 2013 à Montpellier avec toute l'histoire qu'on connaît autour et puis cette chance, quand même ça reste une chance, en tout cas un grand moment, d'avoir inauguré cette loi pour laquelle tant de personnes se sont battues, moi y inclus. Alors on vient d'entendre un des 2 mariés de l'époque, c'est Vincent Autain qui en 2023 expliquait ô combien ça a été une fierté pour lui de représenter le premier mariage gay de France. C'est le premier mariage gay de l'histoire du pays parce que énormément de personnes homosexuelles se sont battues pour leurs droits. Et justement on sait que dans la religion catholique, le mariage homo ça a toujours été un tabou. D'ailleurs le pape Jean-Paul II il le répétait, il condamnait fermement toute légalisation de la vie en couple des homosexuels et même pour les religieux qui étaient pour, ça restait un sujet extrêmement tabou. D'ailleurs, on écoute Monseigneur Lheureux, c'est l'évêque de Perpignan, qui en 1979 s'exprimait sur la position de l'Église et surtout, il parlait des propos du pape Jean-Paul II. D'une part, et le pape vient de le rappeler fermement aux États-Unis, les relations physiques homosexuelles ne peuvent pas cadrer avec la tradition morale, biblique et chrétienne.
et il n'est pas possible moralement de les accepter. Mais il y a très loin entre la condamnation morale, je dirais, qui peut porter sur un certain nombre d'actes, et puis la condamnation très générale qui est portée sur les homosexuels en tant que tels. Il y a en France et dans le monde beaucoup d'hommes et de femmes qui n'ont pas choisi leurs conditions homosexuelles. Et cela, il faut essayer de les aider. Ils ont le droit de vivre en humain et ils ont le droit de vivre en chrétien. Et c'est pour cela que je pense que nous avons à faire un effort pour les rencontrer. Alors à l'époque, il avait reçu beaucoup d'injures et ses propos n'étaient pas forcément passés. On est quand même en 1979. Alors comme quoi les mentalités changent. Le 18 décembre dernier, le Vatican a annoncé autoriser la bénédiction des couples de même sexe. Alors par contre, ça reste dans un format qui est éloigné du mariage. Alors Flo, on peut clairement appeler ça une avancée. Mais on va pas se mentir, aujourd'hui, il y a encore beaucoup de pays où l'homosexualité est totalement interdite. Il y en a 69 sur 193 quand même qui interdisent encore l'homosexualité selon l'Observatoire des inégalités. Et après, les législations, elles sont hyper variables. Ça va d'un acte dit entre guillemets contre nature, indécent, immoral, à le qualifier de crime, alors que l'homosexualité ne fait pas de victime, à ce que je sache, et ne cause pas de dommages à la société non plus. En tout cas, dans ces pays, la loi prévoit des sanctions et des peines pour les personnes LGBT. On parle d'amende, de prison, de thérapie de conversion et aussi de coups de fouet, comme en Malaisie pour la sodomie. Dans 11 de ces pays, ça va jusqu'à la peine de mort. Parmi eux, le Nigeria, où la simple cohabitation entre personnes du même sexe est prohibée. Il y a également le Yémen, la Mauritanie, l'Iran. Et dans d'autres pays comme le Qatar ou encore les Émirats Arabes Unis, la peine de mort n'est pas prononcée, mais elle reste quand même applicable. Bref, on va faire un tour gaiement de tout. Ça va être super gai. C'est loin ensemble. Et du coup, le constat ou le pays où le constat est le plus alarmant, c'est l'Arabie Saoudite quand même. Yes, là-bas, il est question de peine de mort et de prison à perpétuité. Il n'y a pas de chiffre précis, mais plusieurs affaires. Donc, on peut notamment parler de celle de Mohamed Al-Bokhari. Donc, lui, c'est un jeune homme originaire du Yémen qui avait subi un examen anal pour rechercher des preuves de son homosexualité parce qu'il avait eu le culot de défendre les droits des personnes queer sur les réseaux sociaux. Donc, c'est juste affreux. Et c'est à l'image d'une vidéo qui avait été postée par l'agence saoudienne de la sûreté de l'État en 2019. Donc c'est une vidéo qui a été supprimée depuis. Mais dedans, ils avaient annoncé que le féminisme, l'homosexualité et l'athéisme étaient des idées extrémistes passibles d'emprisonnement ou de flagellation. Et aussi, on peut parler du cas de l'Ouganda. L'Ouganda s'est ajouté à la liste des pays qui pratiquent la peine de mort. L'année dernière, ils ont fait passer une des lois les plus répréhensibles du monde. Donc c'est la prison à vie pour les personnes du même sexe qui auraient des rapports intimes ou qui en feraient la promotion. On va justement jusqu'à la peine de mort lorsqu'il s'agit d'un rapport sexuel avec une personne séropositive. Et ce qui est hallucinant, en plus de cette loi évidemment, c'est que seulement 2 députés sur 389 ne l'ont pas approuvé. Donc c'est un total consensus. Moi je suis tombée sur le témoignage assez rare de Jackson. Donc c'était avant la promulgation de cette loi. Et lui là-bas, c'est un hors-la-loi, parce qu'il est gay. Il est passé par la case prison et il racontait son récit chez France 24. On n'avait aucun droit en prison, vous comprenez? Là-bas, on se moque de nous, on nous maltraite. C'est de la torture. Le directeur nous faisait faire des choses que nous ne voulions pas. Il était très très dur. C'était très dur en prison. Et depuis qu'il est sorti, c'est pas mieux. C'est impossible d'ailleurs pour lui d'envisager de trouver un emploi maintenant que les gens savent. Il trouve refuge chez son ami Kim, lui aussi homosexuel, et il s'est à son tour livré sur l'atmosphère ambiante. Lorsque vous vous déplacez dans la rue, les personnes commencent à vous montrer du doigt pour dire « ce garçon est apparu dans les journaux ». Et même lorsque vous sortez de prison, même votre mère, vos proches ne veulent plus entendre parler de vous. Ouais, c'est chaud. Super. La dénonciation comme ça, mais t'imagines, t'es dans la rue, lui là. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est grave. En tout cas, pour nous, c'est chaud parce que c'est difficile de l'imaginer, surtout que nous, ici en France, en Europe, en Amérique du Nord et du Sud, ça a été complètement aboli. Et ça reste quand même dans quelques États insulaires des Caraïbes par exemple, comme la Jamaïque. Oui, c'est ça. Et pourtant, c'est bien plus contrasté en Afrique et en Asie. Certains ne l'ont jamais pénalisé, comme la Côte d'Ivoire par exemple. D'autres viennent de le dépénaliser, comme l'Angola ou encore le Gabon. Mais en Asie, par exemple, aujourd'hui, ça reste 22 pays concernés. Il y a l'Indonésie, le Pakistan, le Bangladesh ou même l'Irak, où d'ailleurs il considère que l'homosexualité est une maladie. Mais bon. Sinon, en Afrique, c'est 32 pays qui l'interdisent. On peut citer l'Égypte, la Tanzanie, l'Algérie, le Cameroun ou encore le Sénégal. Moi, j'ai trouvé l'interview de Jamil. Il a fui le Sénégal, justement. Il s'est réfugié en France après plusieurs attaques. On a carrément brûlé chez lui. L'homosexualité est considérée comme virus. C'est-à-dire pour eux, il ne faut même pas essayer de donner la main à un homosexuel. Il ne faut pas mettre ton pied là où il a passé.
Et s'ils meurent, vous n'avez pas le droit de les enterrer au cimetière musulman. Ça, c'était un reportage de TV5 Monde. Après, on observe aussi, il y a toujours un décalage entre le droit et les pratiques. Ouais, c'est clair, parce que faut quand même le dire, interdire, ça veut pas dire réprimer. Dans certains pays, c'est un délit ou un crime, pourtant il n'y a pas nécessairement de poursuite, comme on peut l'observer au Guyana. On peut aussi faire un parallèle avec le Maroc, dans lequel, oui, c'est condamné, mais il y a aussi une forme d'émancipation qui est en cours, et il y en a plein d'autres. Pendant que dans d'autres pays, c'est OK, et pourtant ça n'empêche pas aux homosexuels de se faire violenter. C'est le cas en Turquie, par exemple, où on dénombre pas mal d'agressions. Tout comme on pourrait parler des conditions de vie en France finalement, et en même temps il n'y a pas finalement un seul pays où les personnes LGBT disposent des mêmes droits que les personnes hétéros. Ouais, après même si les droits des personnes LGBT elles avancent dans le monde, on constate quand même qu'il y a de forts et des récents durcissements. Bah ouais, typiquement en Russie, eux leur histoire c'est que l'homosexualité était considérée comme un crime jusqu'en 93 et comme une maladie mentale jusqu'en 99. Aujourd'hui, c'est légal, même s'il y a une loi de 2013 qui punit la promotion auprès des mineurs. Mais il fait vraiment pas bon d'être gay quand même là-bas, puisque depuis 2022, cette loi elle a été durcie sous peine de fortes amendes. Et puis c'est un peu la même situation en Hongrie depuis 3 ans aussi. Et là, tu vois, Flo, je reviens sur les pays d'Afrique. Ouais. Je me dis que c'est curieux parce que l'hostilité envers les personnes queer, elle n'a pas toujours été la norme. Bah, c'est vrai, mais pour eux, tu vois, c'est un phénomène importé d'Occident, donc le peuple de la décadence. Ce qui est assez paradoxal par ailleurs, parce que, en fait, à l'époque coloniale, les législations britanniques et portugaises étaient super sévères. Bah oui. Et autre contradiction, c'est que cette pénalisation est souvent au nom de l'Église et finalement une religion qui est aussi venue d'Europe. En tout cas, on espère que les paroles, entre guillemets, quand même, inclusives du pape pourra changer la donne, même si c'est pas gagné, comme en a témoigné la colère de plusieurs évêques africains après l'annonce de la bénédiction des couples homosexuels. Et après, si l'interprétation de la Bible, elle divise souvent, ce serait chouette qu'on s'accorde au moins sur le fait que l'homosexualité n'est pas un choix ni un crime. Par contre, le pénaliser, ça en est un, c'est un crime contre l'humanité, comme on peut le lire dans la tribune du magazine Têtu pour une dépénalisation universelle, et qui a été d'ailleurs signée par plusieurs personnalités comme le défunt Robert Badinter. Alors moi je reviens encore sur l'Afrique parce que c'est intéressant. Vous savez qu'en termes de législation, l'Afrique du Sud c'est le premier pays qui a rendu l'homosexualité légale il y a 30 ans, en 94. Et ils ont autorisé le mariage pour tous, du coup sur le continent africain en 2006. C'est le 5e pays du monde qui est surtout le premier pays africain à être gay-friendly. Ok, mais c'est lié à leur histoire, non? Ouais, exactement. En fait, sous l'apartheid, l'homosexualité c'était totalement interdit déjà. Mais comme beaucoup d'homosexuels se sont battus pour faire tomber le régime ségrégationniste, et quand il y a eu la nouvelle constitution, il y a vraiment eu une volonté de plus jamais laisser place à la discrimination et même sexuelle. Bah ouais, trop bien. Mais même dans mes recherches, j'ai vu aussi qu'il y a des actions qui sont menées dans plusieurs pays, et notamment au Togo. C'est vrai. D'ailleurs, depuis 2007, il y a l'association togolaise Afrique Arc-en-Ciel qui a été créée par des militants africains gays. Aujourd'hui, cette association, elle est implantée à Lomé, forcément, dans la capitale du Togo, mais aussi en Guinée, à Conakry, en France et aussi à Paris. Et eux, en fait, ils luttent pour le bien-être des concernés et aussi sur tout l'aspect des problématiques de santé comme les IST ou encore la lutte contre le VIH. Moi, ça me fait penser au Maghreb, par exemple. Il y a eu ce genre de manifestation aussi, tu vois. Ouais, ça reste extrêmement tabou, c'est vrai. Mais par exemple, en Tunisie, en 2015, même s'il y a beaucoup de risques d'emprisonnement, il y a eu la première Gay Pride qui a été organisée à Tunis pour affirmer que l'amour n'est pas un crime. Alors oui, c'est vrai, il y a quelques actions menées, lentement mais sûrement, si je puis dire. Mais c'est vrai qu'en Afrique, généralement, globalement, la répression, ça reste la norme. Et là, tu l'as démontré, c'est vrai qu'il y a des choses... moi, j'ai appris plein de choses. Ouais. Ça fait un peu froid dans le dos, je trouve. Ça fait un peu froid dans le dos. Ouais, tu risques littéralement la mort, en fait. On se rend pas compte, encore une fois, je trouve. Nous, quand ça paraît tellement normal pour nous. Pour nous, aujourd'hui, quand tu vois des images de quelqu'un qui vraiment rase le mur à peur. Et puis même quand il y a des gens qui disent qu'on a brûlé leur maison, qu'on les pointe du doigt dans la rue. Tu peux pas être enterré dans un cimetière. Ouais, c'est tellement là, on parle de ça, mais c'est des gens juste qu'on tue. Qui sont en prison à vie. C'est vrai. Il est 20h26, vous écoutez La Pluie et le Beau Temps et c'est l'hebdo qui débriefe toute l'actu, culture et société dans le monde, en France, sans tabou. Allez, la suite du son, c'est Usher Fit Lato, A Town Girl, c'est tout de suite sur Move. 20h44, vous êtes toujours en direct de votre hebdo qui débriefe toute l'actu, culture et société. On est au Japon sur cette dernière partie d'émission parce que vous le savez, le monde du manga est en deuil. Le créateur de Dragon Ball, Akira Toriyama, est décédé le 1er mars dernier à 68 ans. C'est une grande perte pour les fans de son œuvre et partout dans le monde, des hommages lui sont rendus. Parmi eux, on peut parler de Brigitte Lecordier qui prête sa voix à Goku depuis 1988 et elle a réagi. Salut les amis, un petit message pour vous dire ma tristesse aujourd'hui. Je viens d'apprendre la disparition d'Akira Toriyama. Voilà, j'en ai gros sur le cœur, j'ai l'impression qu'on est un peu tous orphelins. Ce qu'il faut se rappeler, c'est
tout ce qu'il nous a apporté, toutes ces grandes valeurs qu'on peut partager entre nous. Il faut continuer à faire vivre son œuvre éternellement. Merci Toriyama, merci pour tout ce que tu m'as apporté, merci pour tout ce que tu m'as donné, merci pour ces merveilleux personnages, merci pour ces belles valeurs. Merci à toi pour cette belle vie que tu m'as fait partager et tu vas me manquer pour toujours. Je peux te dire aujourd'hui, nous sommes tous orphelins. Merci. Bon alors Florence, Brigitte Lecordier, c'est une personnalité emblématique aussi dans l'histoire de Dragon Ball en France surtout. Alors moi j'ai trouvé ça ouf parce que c'est une femme qui double la voix de Goku, un personnage masculin. Oui, bah ouais, c'est Brigitte qui lance des gros kamehameha. Et d'ailleurs c'est hyper commun que le doublage de petits garçons soit réalisé par des femmes. On les appelle les seiyuu au Japon. Et par exemple la voix de Krillin dans Dragon Ball, c'est celle de Mayumi Tanaka qui accessoirement fait aussi celle de Luffy dans One Piece. Du côté de Naruto, idem, une nana, Junko Takeshi, qui double également Gon dans Hunter x Hunter. Et même combat pour les frères Elric dans Full Metal Alchemist. Du coup, c'est le travail de Romy Park et Rie Kugiyama. Et je pourrais continuer longtemps. Il y a Conan, Esteban dans les Mystérieuses Cités d'Or, etc. Ah, mythique. Et c'est trop bien aussi parce que parfois, ces femmes, elles continuent le doublage une fois le personnage adulte. Bah oui, c'est typiquement le cas dans Olive et Tom. Ça date. Mais du coup, dans la VO, c'est Akira Ibino qui s'en occupe. Quoi qu'il en soit, Brigitte Lecordier a bercé les oreilles de toute une jeunesse dans Dragon Ball. Et avant toute chose, je vous pose un extrait. Tu viens, Trunks, on va fusionner, mais tu te trompes pas ce coup-là. Hein. Ouais, d'accord. Mais en général, c'est toi qui te trompes. Ouais, d'accord. Mais alors, tu fais fusion, et puis tu fais pas durésion, quoi. Parce qu'après, c'est n'importe quoi. Mais c'est fou parce que moi, du coup, je l'ai vu avec l'image et la voir, elle, faire ses voix différentes. J'étais genre non. Parce que oui, elle fait Sangoku enfant, mais aussi Sangohan et Sangoten, entre autres, parce qu'il y en a plein d'autres. Et évidemment, ça lui vaut une énorme reconnaissance en France, mais surtout au Japon. Parce qu'il faut savoir que là-bas, c'est un métier comédien de doublage, du coup, qui est 1000 fois plus valorisé qu'ici, dans le sens où ils sont vachement starifiés. On les connaît, ils font la couverture des journaux, etc. Stylé. Ouais, de ouf. Mais pas ici, tu vois, ici on a du mal à voir leur on les connaît visage. On les connaît pas. Faut lire le générique si tu veux. Mais du coup, elle en parlait chez nos confrères de France TV. Le succès de Dragon Ball a fait que les Japonais étaient persuadés que ce succès venait de moi, puisque je faisais le rôle principal. Et du coup, ils ont souhaité me rencontrer et me présenter mon homologue japonaise et faire une émission ensemble, où elle a doublé Son Goku. Et moi, j'ai doublé Sangohan qui arrivait. Mais c'est trop drôle parce qu'on parle que de ça, mais pourtant Dragon Ball c'est juste un pan de sa carrière. Ah mais c'est immensément petit, parce que la voix de Brigitte Lecordier, c'est une référence dans le milieu, mais laisse tomber. Je vais citer quelques exemples, c'est aussi la voix de Nicolas dans Bonne nuit les petits. Oh ouais. Attendez, de Oui Oui, qui est bel et bien un garçon, même si apparemment tout à l'heure. Elle nous a dit So, Leila, oui c'est un garçon ou une fille? On a toutes dit bah c'est un garçon. Et elle était en mode ah bon. Moi j'ai toujours cru je suis sûre qu'il y a des gens qui pensent qu'à moi ils sont aussi surpris. C'est un débat. Oui, c'est la voix de Oui Oui qui est un garçon. C'est aussi la voix de Booba, pas le chanteur, mais le petit ourson du coup. Ouais. Elle est aussi dans d'autres registres, rien à voir, mais en mode Alerte à Malibu ou encore American Horror Story. Et en fait, ça peut paraître étonnant qu'une dame, surtout si vous la voyez, elle est trop chou, puisse prendre la voix d'un petit garçon ou quoi, mais en fait, elle prend la voix de littéralement tout le monde. Et pour elle, c'est la base en fait, comme elle l'expliquait chez Combini. Changer sa voix, c'est pas difficile, c'est juste une question d'habileté. Et ma voix, j'arrive à la moduler dans les aigus, dans les graves, faire une vieille, faire un jeune, faire un bébé. Et c'est marrant. Par exemple, je peux te faire... Aujourd'hui, je fais une interview pour Combini. Aujourd'hui, je fais une interview pour Combini. Aujourd'hui, je fais une interview pour Combini. Autant quand je fais un enfant, je maîtrise totalement, je peux crier toute la journée. Quand je fais une femme pareille, ma voix fatigue pas, sauf pour Kaioshin. Par exemple, tu vois, Kaioshin, je le prenais comme ça. Et alors du coup, ça appuie vachement sur les cordes vocales. Mais du coup, elle a l'air perchée, moi j'adore. Mais par contre, elle est trop mignonne et ça doit être trop bien. Genre, t'imagines,
si elle lisait des livres à ses enfants, elle devait grave interpréter les personnages et tout. Tellement. Au moins, elle sait dans quoi se reconvertir si demain le doublage ça marche plus. Elle devient conteuse dans une bibliothèque ou un truc comme ça passe. Mais tu verras plus tard comment elle s'est reconvertie. Mais en tout cas, c'est d'autant plus hilarant quand on sait que dans son parcours, elle a toujours voulu être clown et qu'elle a commencé au cirque en étant clown, mais muet. Mais en vrai, c'est lié parce que c'est un métier d'interprétation. Ouais, c'est pour ça aussi l'art du cirque. Mais clown muet, juste me dire que maintenant elle parle. Genre son métier c'est de parler alors que de base son métier c'est ce qu'on appelle le glow up. Elle est Versace. Mais ouais, en tout cas, allez les filles, maintenant c'est le moment que les auditeurs attendent tous. On va faire des petites voix comme Brigitte. Oh non, elle aime trop les exercices bizarres. Elle. Tu veux qu'on imite quelqu'un? Bah pourquoi pas. Ok, ça va être plus simple que de faire des phrases avec plusieurs. Bah vas-y, je vais imiter Mbappé. Vas-y. Allez là. Ah, mais vas-y, j'ai envie de rigoler mais non. Moi tu me parles pas nage. Franchement, sans l'image, moi j'y crois. C'est vrai? Attends, je suis chaude, vas-y. Puis je voudrais vraiment remercier René Charles, sans qui je n'ai jamais pu en arriver là. Ok, je vois Céline. Ouais. Moi j'aime trop. Moi je sais imiter personne. En fait, moi je sais imiter, mais physiquement. Bah non, mais dans ce cas-là, tu fais un petit enfant et tout. Bah tu veux que j'imite qui? Donne-moi une phrase, je sais pas, j'ai besoin de me rentrer dans le personnage. Tu veux que j'imite qui comme un enfant? En enfant? Ouais. Mais non. Ça ne va pas du tout. Pourquoi cette émission elle est partie en cacahuète comme ça? Parce que toi tu sais imiter qui toi? Shakira. Oh vas-y. La. Et moi, je suis comme Brigitte, je peux faire toutes les voix, je pense. Parce que, en vrai, premier degré, c'est un métier qui m'aurait trop plu, je pense. Ça doit être trop trippant d'être là et de t'animer et tout avec des images. Et d'ailleurs, je vois pas mal de gens s'amuser à doubler des films sur Instagram. Je sais pas si vous avez vu. Ouais, même sur TikTok, il y a plein de gens qui font ça. De quoi, ils font des fausses voix? En gros, ils se mettent comme un karaoké, un truc sur YouTube où t'as le film, je sais pas, Le Roi Lion, et en dessous, t'as les dialogues. Et du coup, ils le disent. Ah, j'aimerais trop faire ça. Trop cool. Enfin, on va organiser une soirée doublage. Grave, trop chaud. Mais après, d'un autre côté, en ce moment, on voit que c'est un métier qui est assez menacé par l'IA. On en avait déjà parlé dans une précédente émission. Et d'ailleurs, Brigitte, c'est une voix qui s'élève contre ça. Elle en a même parlé chez Yata. En tout cas, ça devrait plus autant l'inquiéter qu'avant, puisqu'elle s'est tournée vers un métier d'avenir, influenceuse. Ouais, trop mignonne, Brigitte. J'ai vu, et attention, c'est devenu une star des réseaux. Mais vraiment, carrément, elle a plus de 280 000 abonnés sur YouTube. Elle déchire tout sur Twitch et TikTok aussi. Elle fait des vlogs, elle organise des rencontres. Et elle dévoile aussi des anecdotes sur sa carrière et tout. Et c'est cool parce qu'en fait, elle met déjà en lumière un métier qui est beau. Et puis, elle répond également aux questions qu'on lui pose le plus souvent. Moi, j'ai trouvé ça intéressant parce que, par exemple, dans son format Pourquoi, elle explique des choses complexes comme le processus de traduction du japonais au français et elle vulgarise super bien. L'écriture des textes de Dragon Ball passait donc par deux corps de métier. D'abord par les traducteurs japonais qui, à partir du texte original, élaboraient une traduction sommaire en anglais, et ensuite par les adaptateurs qui retravaillaient ce matériau brut pour que le texte soit synchronisé avec les bouches des personnages, qu'il ressemble à de vrais dialogues et qu'on entende réellement des personnages se menacer et pas une traduction trop littérale. J'aime trop une petite vibe à la C'est pas sorcier, je trouve. Je kiffe. Et en même temps, ça l'a Moi, aussi... je vais aller la follow. Ouais. Go sur son Instagram. Et elle cartonne en plus dans un milieu, tu vois, où c'est pas évident quand t'es senior de débarquer sur YouTube. Mais oui, mais je pense. Mais tu vois, je pense qu'aussi ça l'a beaucoup aidé qu'il y ait plein de jeunes youtubeurs qui l'admirent. Ouais, mais grave. Et ça lui a même apporté de nouveaux projets comme le podcast Bestiole chez France Inter où elle double des animaux. Et je trouvais ça joli de finir ce presque portrait. Mon petit frère, il aime trop Bestiole. Il écoute Bestiole avant de dormir. Et ben c'est Brigitte. Mais c'est Brigitte. C'est Brigitte Lecordier. Mais par contre, je suis trop choquée quand je vais lui dire. Il va être trop content. Trop contente aussi. Bah du coup on finit sur un petit son d'elle qui joue la libellule. Go. Enchanté de vous rencontrer, demoiselle libellule. Demoiselle? Quoi? Mais ça va pas la tête? Vous m'avez bien regardé. Je ne suis pas une demoiselle, je suis une libellule. C'est trop mignon. Et vous savez quoi? Et pour tous nos auditeurs, si jamais cette petite chronique sur Brigitte Lecordier vous a plu, sachez qu'elle sera demain en direct sur Move, puisque demain soir il y a la team de Yata qui se mobilise pour proposer une soirée exceptionnelle en direct de 19h à minuit pour rendre hommage à Akira Toriyama. Demain, c'est une soirée exceptionnelle, c'est 5h. Salut à tous, c'est Hubert. Cette semaine, Move rend hommage à Akira Toriyama.
de Dr Slump à Dragon Ball Z, plongez dans l'univers du mangaka le plus emblématique de sa génération. Venez partager les anecdotes et les émotions de nos invités tout au long de cette soirée exceptionnelle. Retrouvez toute l'équipe de Yatta demain de 19h à minuit en direct sur Move et en simultané sur Twitch pour une soirée spéciale dédiée au papa de Dragon Ball. Ah là là, c'est une très très belle soirée qui s'annonce et il y aura Brigitte Lecordier. Franchement, vous allez tous écouter du coup demain parce que après ce portrait fabuleux. Aujourd'hui, c'était juste un teaser de ce qui vous attend demain. Il est 20h55, la pluie et le beau temps, c'est fini pour aujourd'hui. Dès demain 6h, retrouvez la team de notre matinale. On n'est pas fatigué. Ils vont recevoir Arnaud Chotard et c'est le producteur de la nouvelle série Influence sur Prime Video. Franchement, il y a grave du beau monde demain sur Move. Vraiment, demain, ça va être cool. Nous, on revient mardi prochain pour une nouvelle émission So Sweet, So Chill. En attendant, vous pouvez nous écouter en podcast sur l'application Radio France et même nous regarder sur la deuxième chaîne de Move. On vous quitte avec une chanson que tu as choisie, Leïla. C'est Tiff Amnésia et dedans, il parle de Vegeta. Non, Sasuke. De Sasuke. Il est d'humeur Sasuke. Il est d'humeur Sasuke. Là, on est dans Naruto, là, du coup. Un peu. On a un peu délaissé Dragon Ball. On est resté dans le manga. On est resté dans le manga. Allez, on vous dit à mardi prochain. Passez une très bonne soirée. Bisous. Bisous.